Alors, vous voyez d'ores et déjà dans le titre, comprendre, sentir et gérer les émotions. D'emblée, ça nous dit que, les émotions, ça ne se situe pas uniquement dans la tête, ça ne se situe pas uniquement dans le corps, c'est d'abord dans le corps, ensuite dans la tête et enfin dans le comportement. Donc, ça se joue à 3 niveaux. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Étymologiquement, l'émotion vient du latin, alors pardon pour la prononciation, je n'ai pas fait de latin, movere, qui signifie mouvement. Du coup, une émotion, c'est un état affectif composé de sensations physiques, agréables ou désagréables, déclenchées par une situation précise. Les émotions nous mettent donc en mouvement et nous rendent vivants, c'est un élan vital. D'emblée, les choses sont posées, les émotions, c'est la vie. D'accord? L'inconvénient, je vois qu'il y a des petites coquilles dans le PowerPoint, des petites fautes d'orthographe. Je vous prie de m'en excuser. Donc, pardon, j'ai été perturbé par l'entrée de quelqu'un. Donc, sentir ses émotions, c'est essentiel, c'est vital. Si je ne sens pas mes émotions, c'est qu'au fond, soit je n'ai pas appris à les sentir, soit j'ai du mal à les sentir, et du coup, il est important de sentir, comprendre ces émotions, puisque si je ne les sens pas, je ne peux pas agir dessus. Maintenant, comme j'allais vous le dire, donc, enfant, est-ce qu'on vous a appris à sentir, à comprendre les émotions? J'en doute. Pourquoi? Parce que déjà, nos parents n'ont pas appris à sentir et comprendre nos émotions. Et même sur un plan sociétal, pardon, ce n'est pas forcément génial d'être en lien avec ces émotions. D'ailleurs, certaines religions écrasent les émotions. Du coup, je vais faire très simple. Les petits garçons n'avaient pas le droit, et n'ont peut-être parfois pas le droit, ni d'avoir peur, ni d'être tristes. Sinon, ça fait d'eux des fiottes. D'accord? J'exagère le trait, mais les garçons n'ont pas le droit d'être tristes, ils n'ont pas le droit d'avoir peur. Sinon, ça fait d'eux des filles. Bouh, c'est pas bien. D'accord? Et puis alors, les petites filles, elles, il ne faut surtout pas qu'elles ressentent ou expriment la colère, parce que sinon, ça fait d'elles des mauvaises filles. D'accord? Les filles ont le droit d'être tristes, parce qu'au fond, on associe la tristesse aux petites filles. Les petites filles, elles ont le droit de pleurer. Donc, d'emblée, vous voyez que on met de la compréhension sur le fait que ce n'est pas si simple que ça que de ressentir les émotions, puisque très jeune, finalement, on nous a bridés au niveau de nos émotions. Donc, du coup, vaut mieux pas sentir, ne vaut mieux pas être en lien avec nos émotions, d'autant plus que nous, les enfants, on est un peu bêtes, on croit tout ce que nos parents nous disent, d'accord? Ils ont toujours raison, les parents. Donc, du coup, vaut mieux pas les exprimer, même si, au fond, je les sens, mes émotions, parce qu'il se passe toujours quelque chose dans le corps. Comment ça marche? Eh bien, il peut y avoir un stimulus externe. Bon, globalement, croiser des ours et des serpents, ce n'est pas fréquent, d'accord? Quoique, moi, j'ai croisé un crotal en plein désert de Nevada il y a longtemps. Autant vous dire que j'ai eu la peur de ma vie. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? 1, je l'ai entendu. 2, je l'ai vu. 3, j'ai une réaction corporelle qui m'a fait comprendre qu'il se passait quelque chose et j'ai eu un comportement, là en l'occurrence, de fuite, parce que franchement, j'ai eu peur. Et en même temps, alors même que je faisais un bond pour échapper à ce crotal qui était prêt à me mordre, je me suis dit, oh, mince, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas réagir devant un serpent. Enfin, on m'a toujours dit, j'ai toujours entendu à la télé, dans les films. D'accord? Sauf que le comportement a pris le pas. Pourquoi? Puisque la peur, notamment, qui est une émotion
essentielle à la survie, d'accord, ben, elle prime surtout. Et donc, elle m'a dit, Romuald, casse-toi, protège-toi. Donc, une émotion, c'est maximum 40 minutes. Il y a un pic dans l'émotion et une descente dans l'émotion. Maintenant, soyons clairs, on peut avoir des successions d'émotions. Mais une même émotion enclenchée ne durera pas plus de 40 minutes avec, heureusement, des intensités différentes. Alors, un peu de biologie. Ceux qui me connaissent savent que je parle très souvent de notre cerveau, avec notamment, très basiquement, hein, les 3 niveaux de cerveau. Le reptilien, le cerveau du comportement. Le limbique, le cerveau émotionnel, celui qui nous permet de sentir. Et le cortex, la partie de cerveau qui nous aide à comprendre. Du coup, les 3, notamment dans la gestion des émotions, sont importantes. Les émotions, on les sent, elles s'activent ici, au niveau du thalamus sensoriel, le limbique, d'accord ? Sensation, émotion, ça se passe ici. Mais vous voyez bien que de toute façon, notre cerveau est connecté à tous les niveaux. Donc, du coup, notre cortex, lui, va nous aider à penser sur ce qu'on sent. Et notre reptilien, lui, va nous aider à agir, à réguler l'émotion et à activer le comportement qui va être associé. J'ai mis aussi un joli cerveau fleur et un joli cerveau papier. Point important concernant notre copain le cerveau. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Pour lui, tout existe. C'est la raison pour laquelle parfois c'est difficile de faire confiance à nos émotions, parce que parfois on peut avoir peur, être en colère, être triste pour des situations qui n'existent pas. Pardon, je vais juste bouger un peu, je vais allumer la lumière au-dessus de moi pour qu'on me voit mieux. Donc, puisqu'il ne fait pas la différence, ça va nous obliger, nous, à faire la différence. D'accord ? Donc, déjà, prenez bien en considération tout ça, puisque l'objectif, c'est de comprendre, sentir et surtout comment on agit. D'accord ? Donc, du coup, ce que je vois, ce à quoi je pense, est-ce que, quoi qu'il arrive, ce à quoi j'imagine ou ce que je vis va activer une émotion. Tous les jours, nous avons des successions d'émotions. Hein. D'accord ? Moi, quand je prends mon vélo pour aller à mon cabinet, autant vous dire qu'à certains moments, j'ai peur, parce que ça déboule de partout. Parfois, je peux être sacrément en colère parce que des fois, j'ai l'impression qu'on a juste envie de me foncer dessus. D'accord ? Bon, allez, je suis rarement triste. Et quoique, parfois, je suis très joyeux de faire du vélo parce que c'est plutôt sympa de faire du vélo. Alors, sur la promenade des Anglais, c'est très agréable, sauf quand c'est trop fréquenté. Donc, comment dire, ça stimule de la joie. Donc, vous voyez que tous les jours, il peut y avoir des successions d'émotions avec, j'insiste, une durée maximale de 40 minutes en fonction de l'intensité de l'émotion ressentie. Donc, l'émotion, c'est quelque chose de biologique. D'accord ? Du coup, on ne peut pas lutter contre l'émotion. Enfin, quoique si, on peut la réprimer, hein, d'accord ? Mais du coup, éviter de sentir, c'est éviter de vivre. Au fond, sentir ses émotions, c'est comme sentir sa faim, sentir ses envies de faire pipi. On y répond à la faim et au besoin de faire pipi. En revanche, le besoin, la nécessité de répondre à l'émotion, ça, on ne nous a pas beaucoup appris. L'inconvénient, je reviens là-dessus, comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, pour lui, tout existe, et au fond, tant mieux que pour lui, tout existe, parce que si on est encore sur cette terre, c'est parce que ça nous a permis de nous adapter en permanence. Le fait est que nous sommes obligés, une fois que le pic émotionnel
est passé. On verra comment on les gère, d'accord? Mais déjà, je vous donne quelques pistes. On pense sur l'émotion une fois que le pic, que l'intensité sensorielle est diminuée. Parce que quand ça s'agite, difficile de penser quand ça s'agite. Alors, les 6 émotions de base. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Bon, les chercheurs ont déterminé que la surprise faisait partie des émotions, donc je le mets dans ce diaporama. Je ne vais pas beaucoup parler de la surprise, hein, soyons clairs. Et aujourd'hui, on dit même que le mépris est une émotion. Donc, il est important de bien prendre conscience que la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût sont les émotions de base. Et les émotions sont différentes, d'accord, du stress et des sentiments. Ce n'est pas la même chose. Même si, au fond, le mécanisme du stress peut être quasiment le même que les mécanismes de la peur, d'accord? Le stress n'est pas une émotion. Et un sentiment diffère d'une émotion. Pourquoi? Parce que le sentiment, lui, il est dans la durée. Le bonheur, c'est quelque chose qui est dans la durée, le malheur aussi, d'accord? Donc, pour pouvoir déjà bien distinguer l'émotion du sentiment, c'est que la notion de durée, elle, aura toute son importance. Rappelez-vous, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, j'y répondrai à l'issue. Alors, à quoi ça sert les émotions? Au fond, c'est là. Il faut bien qu'on sache à quoi ça sert. Les émotions, ça sert à communiquer. D'abord avec soi-même. D'accord? Les émotions nous indiquent qu'il se passe quelque chose en nous et nous donnent des informations sur nos besoins. Souvent, je fais le parallèle entre le tableau de bord d'une voiture et les émotions. Quand un voyant du tableau de bord s'allume, ça veut dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de la voiture. 2 solutions. Ou on répond aux besoins. Imaginons le voyant d'essence s'allume. 2 solutions. Hein. C'est où je m'arrête à la station quand il y a de l'essence. D'accord? Et je vais faire le plein. Ou je continue à rouler sur la réserve. Là, je vais me mettre en stress, par contre, parce que la crainte d'être en panne, de rester en panne sur la route est avérée. Donc, au même titre que les voyants sur une voiture, un tableau de bord de voiture nous indique qu'il se passe quelque chose, les émotions, c'est pareil. D'accord? Et j'insiste, les émotions, c'est comme les sensations, notamment les sensations de faim, la sensation de fatigue, d'accord, ou la sensation de satiété d'ailleurs. Y répondre est essentiel, c'est vital. Donc, première chose, ça sert à communiquer avec soi-même. On va voir comment on communique avec soi-même. D'accord? Et ça nous permet de communiquer avec les autres. Pourquoi? En identifiant l'émotion de l'autre, ça me permet de le comprendre, savoir ce qu'il ressent, et, ça nous permet de nous adapter à l'autre, tout en sachant que je ne peux pas sentir à la place de l'autre et je ne peux pas penser à la place de l'autre. C'est les informations, notamment corporelles, que notre interlocutrice nous donnera, qu'on pourra savoir qu'il se passe quelque chose. Mais attention, je vois qu'il se passe quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai le big smile, d'accord? Bon, ok, on peut penser qu'il est content, on peut penser que je suis joyeux,
Et en même temps, il vaut mieux quand même s'assurer, d'accord, qu'on est quand même dans la bonne émotion. OK? Donc, parce que parfois, il y a ce qu'on appelle les émotions raquettes. Et dans certaines situations, on pourrait penser que on pourrait être en colère ou triste. Or, certaines situations peuvent davantage stimuler le dégoût ou la peur et pas forcément la colère ou la tristesse. Du coup, ça, c'est essentiel aussi d'aider l'autre, notamment, à se mettre en lien avec ce qu'il ressent pour pouvoir bien comprendre ce qu'il ressent et répondre à son besoin. D'abord, je suis en lien avec ce que je ressens et on va voir ce qu'on ressent en fonction des différentes émotions. Et ça permet de se mettre en lien avec nos interlocuteurs. Et évidemment, parce que je sais qu'il y a des parents dans l'assistance, eh bien, ça permet aussi d'expliquer aux enfants comment on sent, comment on comprend une émotion. D'accord? Et on va détailler tout ça ensemble. Les émotions ne sont ni positives ni négatives. Elles sont agréables ou désagréables. C'est comme la douleur. La douleur, c'est ni positif ni négatif. C'est difficile à supporter en fonction de l'intensité. Et en même temps, imaginez comment ce serait pour vous si vous ne sentiez pas la douleur. On va prendre un tout petit exemple. Amusez-vous à poser votre main sur la plaque induction ou la gazinière que vous avez chez vous, la main dans le feu, et puis vous me direz si finalement l'information de la douleur n'est pas utile. Parce que grâce à cette information, je peux enlever ma main de façon à ce qu'elle reste accrochée à mon bras et non pas collée à la plaque. D'accord? Donc, du coup, la douleur, c'est comme les émotions. Les émotions, c'est comme la douleur. C'est essentiel, c'est nécessaire à la vie, puisqu'elle nous donne une information sur ce qui se passe maintenant. Maintenant. Pas demain ni hier, maintenant. Le cerveau, lui, il est toujours ici et maintenant. D'accord? Mais il a quand même une capacité à divaguer dans le passé, à se projeter dans le futur. Et donc, du coup, là, maintenant, je peux ressentir de la tristesse quand je pense à mon chien Isard qui s'est fait malheureusement écraser quand j'étais plus jeune. Voilà, j'y pense. Je sens un peu de tristesse. Et en même temps, ce week-end, j'ai failli dire c'était un long week-end, oui et non, parce que je travaille samedi dimanche, mais peu importe. Pont de l'Ascension, de l'Ascension de la Toussaint, pardon. Je pourrais me réjouir que je vais me reposer, mais finalement, je vais me reposer que lundi, mardi. Mais ce n'est pas grave, je sais que je vais me reposer. Je vais même aller voir des amis. La projection positive d'aller voir des amis me met en joie et je sens la joie. Et on va voir ensemble comment on sent la joie aussi. Donc, rappelez-vous, une émotion, c'est ni positif ni négatif, c'est agréable ou désagréable. Et c'est nécessaire à la vie. Imaginez si vous n'étiez pas en capacité de sentir votre besoin d'aller faire pipi. Il se passerait quoi? D'accord? Eh bien, au fond, c'est exactement la même chose qui se passe si je ne prends pas soin d'être en lien avec mes émotions. Première émotion, la joie. D'accord? Alors, sachant que pour bien sentir une émotion, et je dis bien pour bien sentir une émotion, l'émotion, on la sent du nombril, bas du ventre,
jusqu'à la gorge, le tronc. D'accord? Rappelez-vous du nombril jusqu'à la gorge. Pas dans les mains, pas dans la tête, pas dans les jambes, du nombril jusqu'à la gorge. D'accord? Les pleurs, par exemple, ne sont pas synonymes de tristesse. On peut pleurer de joie, hein. On peut pleurer de peur, on peut pleurer de colère. Hein. Donc, du coup, comment je vais identifier que c'est telle ou telle émotion? Tout simplement parce qu'il y a des peurs. Donc, la joie, une émotion agréable, hein, quand même. Donc, les déclencheurs de la joie, c'est le désir, la réussite, le bien-être, donc le bien-être, l'accomplissement et les projets enthousiasmants. Ça induit un comportement. D'accord? Rappelez-vous que l'émotion, c'est mettre en mouvement. Donc, le comportement associé à la joie, c'est l'approche aller vers les autres. C'est une émotion qui se partage, la joie. Donc, au niveau du ressenti, eh bien, il y a du pétillement partout dans le tronc. D'accord? C'est léger, c'est un peu le feu d'artifice. Et donc, c'est une émotion agréable à ressentir. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, même si, pendant longtemps, il ne fallait pas être trop joyeux. Parce que les gens joyeux, c'est des gens louches, hein, quand même. Hein. Puis alors, en France, peut-être plus qu'ailleurs. D'accord? Donc, rappelons-nous qu'on est le premier pays consommateur d'anxiolytiques et d'hypnotiques. Hein, donc, bon, voilà. Donc, être trop joyeux, ça peut être louche. Hein. Ça fait de vous quelqu'un qui vit au pays des bisounours. D'ailleurs, c'est un petit nounours qui sourit, là. Moi, ça me rappelle plus un petit nounours au chocolat à la Guimau, là, qui me donne juste envie de croquer dedans. Ça me met en joie, tiens, rien que d'y penser. Je vais m'en acheter demain, tiens. Donc, la joie, cette émotion-là, elle fait du bien. Elle fait sécréter de la sérotonine, de la dopamine, des endorphines, de l'ocytocine, enfin, toutes ces petites bonnes choses qui nous font du bien. D'accord? Donc, vous voyez que sur un plan biologique, d'accord, la joie, c'est un super bon antidépresseur. Hein. D'accord? Du coup, la joie, on peut la vivre en partageant avec les autres et aussi entre soi. D'accord? Imaginez un moment joyeux et quand on s'associe bien à ce moment-là, on peut ressentir l'émotion de la joie, même si on ne vit plus l'événement. Pour le cerveau, ce à quoi je suis en train de penser maintenant est vrai. Donc, autant m'entraîner à penser à des moments joyeux parce que ça va faire sécréter dans le corps plein de petites bonnes choses. Donc, à quoi sert la joie? Elle sert à générer du plaisir. C'est tellement bon de sentir le plaisir. Donc, la joie, c'est chaleur, c'est amour, c'est ouverture à soi et à l'autre. Du coup, ne vous privez pas de ressentir de la joie. D'accord? Au quotidien, allez chercher les petites choses qui vous rendent joyeux, joyeuse. Très régulièrement, moi, je regarde des épisodes de Friends ou de The Big Bang Theory parce que ça me fait marrer, quoi. D'accord? Et encore plus sur YouTube, quand je vais chercher les bloopers, là, en français, là, comment on appelle ça? Si quelqu'un pouvait m'aider. Bloopers. Les moments de tournage où il y a les erreurs des comédiens, donc les ratés, voilà, les ratés de scène, on les voit se marrer. Moi, ça me fait marrer. Quoi. Donc, maintenant, si la joie est réprimée, ça nous rend passifs dans la vie, sans allant, aucun projet joyeux. Et le risque, c'est la dépression. Pourquoi? Je ne vais plus sécréter de sérotonine, je ne vais plus sécréter de dopamine, je ne vais plus sécréter d'endorphine
ou d'ocytocine, autant vous dire que c'est la place à la morosité. Et donc, du coup, c'est le meilleur moyen pour aller vers la dépression. Mais d'ores et déjà, ça nous donne quelques astuces pour sortir aussi de la dépression quand on est dans un état de dépressif ou de morosité. Donc, la tristesse, qu'on oppose assez facilement à la joie, les éléments déclencheurs de la tristesse, c'est la perte et le deuil. D'accord? Pas forcément la perte d'un être cher. Hein. Ça peut être la perte, je ne sais pas moi, de mon nounours préféré, décidément. Mon nounours préféré, ça peut être lié à une rupture. Ça peut être à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. C'est la perte même de moments agréables. Donc, le comportement, le mouvement associé à la tristesse, c'est le repli sur soi. D'accord? Et ça, déjà, vous voyez, ça peut être des indices pour vous. Alors que je ne peux pas sentir à la place de l'autre, le comportement de l'autre, lui, peut me donner des indications. Si un de mes proches, d'un seul coup, qui peut être plutôt jovial ou soi-même, parce qu'on peut être aussi dans l'observation de nos propres comportements si on a du mal à sentir, hein, d'accord? Eh bien, le comportement de repli sur soi signe la tristesse, avant de signer la dépression, hein, d'accord? Mais du coup, ça permet de comprendre que, tiens, il se passe quelque chose. Je le vois au travers du comportement, puisque je ne peux pas sentir et je ne peux pas penser à la place de l'autre. Je le répéterai régulièrement. Donc, au niveau du ressenti, comment je sens que je suis triste? Eh bien, c'est au niveau du ventre, au niveau du nombril, au niveau des intestins. C'est lourd au niveau du bas-ventre. C'est immobile. Poum. Et parfois, c'est froid. Mais les premières sensations, c'est ça. Ce sentiment, cette sensation, de lourdeur, et c'est figé. C'est lourd. Alors, à quoi sert la tristesse? Elle permet, j'insiste, c'est une émotion normale et naturelle, comme toutes les autres, et il est important de la vivre quand elle est présente. Donc, elle permet de vivre les situations de perte, c'est un apprentissage. Ça aide à se retirer de l'action et de réfléchir pour comprendre ce qui se passe. C'est un temps d'arrêt. D'accord? C'est pour ça que c'est aussi important de le vivre, de la vivre, hein, l'émotion de la tristesse, parce que c'est un moment où on peut réfléchir sur la situation. Du coup, puisqu'on est dans le repli sur soi, eh bien, ça attire l'attention et la sympathie, l'empathie des autres, qui va nous aider à nous remettre dans le mouvement. Comment on gère la tristesse? J'insiste. 1, on la ressent. Donc maintenant, vous savez comment la ressentir. C'est quand c'est lourd au niveau du ventre et que ça ne bouge pas. Les trémolos dans la voix, pleurer, tout ça sont des indicateurs, mais c'est insuffisant. Neurophysiologiquement, c'est au niveau du ventre là qu'on ressent la tristesse. D'accord? Donc, comment on la gère? Je la ressens, je l'accepte et je l'exprime. C'est essentiel d'exprimer chacune de ces émotions. Et du coup, eh bien oui, c'est essentiel de dire qu'on est triste. Aujourd'hui, en séance, j'ai une de mes patientes qui m'a donné la nouvelle de quelqu'un que je ne connais pas, mais ça m'a rendu triste au vu des circonstances. Et je l'ai exprimé. Ça n'est pas se fragiliser que d'exprimer ses émotions. D'accord? Celles et ceux qui vous disent que c'est, se fragiliser, se donner en spectacle ou autre, globalement, ce sont des gens qui sont complètement dissociés d'eux-mêmes ou qui ne sont pas prêts à être en lien avec ce qu'ils ressentent. Donc,
une fois qu'on l'a ressenti, qu'on l'a accepté et qu'on l'a exprimé, il est important quand même d'aller de l'avant. D'accord? Donc, on se remet dans l'action, on se redonne du plaisir au travers d'activités positives. Et c'est là où, notamment, aller vers les personnes qu'on aime, faire du sport, regarder des films, des comédies et autres, ça peut être suffisant pour dépasser la tristesse. Dès lors, de toute façon, que je l'ai ressenti, que j'ai pensé dessus et que je l'ai exprimé, déjà, ça remet du mouvement. D'accord? Et si évidemment la tristesse est difficile à gérer seule, eh bien la thérapie aide à ça. Si la tristesse est réprimée ou évitée, eh bien je peux mettre un masque et dire oui, oui, tout va bien, et afficher un sourire, mais ça coûte en énergie de faire semblant d'aller bien. Et le risque, là encore, c'est de tomber dans la dépression et de vivre un état dépressif. D'accord? Donc, vous voyez en quoi c'est important aussi d'exprimer cette émotion qu'est la tristesse, là encore, pour éviter de sombrer dans la dépression et d'arrêter d'être dans le mouvement. Autre émotion, la colère, la fameuse colère. Alors ça, c'est vraiment l'émotion qu'on ne veut pas ressentir, d'accord? Parce que la colère est associée à la violence. Moi, je ne suis pas quelqu'un de violent, qu'on me dit parfois en séance. La violence, c'est un comportement. La colère, c'est une émotion. Or, on a tellement fait un amalgame entre la colère et la violence qu'on évite de sentir cette émotion. On essaie de la réprimer au maximum tellement on a peur du comportement qui peut être associé. Maintenant, dites-vous bien que plus vous allez l'écraser, plus elle va avoir envie à sortir, cette émotion, et c'est là justement où elle peut se transformer en violence parce qu'elle a besoin de sortir. Quels sont les déclencheurs de la colère? Quelqu'un ou quelque chose qui nous fait obstacle. Autant vous dire que quand je suis sur les pistes cyclables, quand je me dirige sur mon cabinet, et que les livreurs bouchent la piste cyclable, d'accord, autant vous dire que ça me met en colère parce que ça m'empêche de pouvoir avancer et ça me met en danger à certains moments. Les injustices peuvent déclencher de la colère, bien évidemment. Les dommages et les atteintes à notre intégrité physique et psychique. Quand certaines personnes transgressent nos limites et quand les autres, il y a une atteinte à notre système de valeurs. Si je ne me sens pas respecté, si il y a quelqu'un qui a des comportements qui induisent donc de l'injustice, évidemment que ça va me mettre en colère. D'accord? Et le comportement qui est associé, et donc on revient à la définition, émotion, c'est mouvement, eh bien le comportement, ce sera l'attaque et le combat. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va castagner tout le monde, d'accord? Mais c'est une émotion qui va agiter et qui va demander à ce qu'elle soit exprimée corporellement. Du coup, comment je la sens? Rappelez-vous, les émotions, on les sent du bas du ventre jusqu'à la gorge. Eh bien, la colère, c'est ici, au niveau du thorax. Ça s'agite, c'est chaud, ça brûle même des fois, et ça s'agite tellement en fonction de l'intensité de la situation, en fonction de l'intensité de la colère. À quoi sert la colère? Là encore, la colère est normale et naturelle et elle est vitale, elle est essentielle. Elle permet de faire une demande de réparation. D'accord? Alors, le fait est que ce n'est pas celui qui va léser votre valeur qui va réparer. C'est soi-même qui réparons les valeurs lésées. Tant mieux, parce que sinon, si on attend que ce soit l'autre qui le fasse,
Je risque d'être dépendant de l'autre et de son bon vouloir. Donc, elle sert donc à la réparation, à rétablir l'équilibre en cas d'offense et d'injustice, puisque s'il y a une injustice et que je l'exprime, eh bien, il peut y avoir donc une réparation. En ce moment, dans l'immeuble du cabinet, la pauvre gardienne n'arrête pas de se faire harceler par une des habitantes. Je l'ai croisée ce matin. Elle m'a dit « j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus ». Ben, il y a même des menaces. Ben, allez hop, on va à la police là, et puis on va porter plainte. Et en quoi cet acte-là, il est important? Pour rééquilibrer et remettre de la justice dans des situations injustes. Et donc, la colère aide à sortir de l'impuissance et à contrôler la situation. Vous vous rendez compte, si nous n'avions pas la colère, ben on se laisserait marcher dessus, hein, tout simplement. Si nous ne ressentions pas la colère et si nous ne l'exprimions pas, on se laisserait marcher dessus. On peut penser que le peuple français est très en colère parce qu'il est quand même très souvent dans la rue, hein, d'accord? Au moins, c'est exprimé, ça fait du bien. Et en même temps, ben, ça permet d'extérioriser les frustrations. Parce que la colère, elle dit ça aussi, c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de frustration, il faut que ça sorte, et bien, au travers du comportement, de l'expression de ce qui ne va pas, ça permet d'évacuer. Donc, comment on la gère? On la vit. On accepte qu'ici, ça bouillonne. Parce que ça permet de comprendre l'importance de la frustration. Ça permet de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. D'accord? Donc, on la gère comment? En se centrant sur l'objet de la colère et non pas attaquer la personne. C'est ça aussi qui est important. D'accord? Même si c'est le comportement, voilà, je suis allé trop vite, ce n'est pas l'autre qui est énervant, c'est son comportement. D'accord? Et du coup, en communication, notamment quand quelqu'un, par son comportement, peut activer la colère en nous, eh bien, c'est en nommant le comportement de l'autre, ce comportement-là m'énerve, je le trouve injuste ou autre, ça permet à l'autre quand même de l'entendre. Parce que si je suis dans l'insulte sur l'autre, l'agresseur soudain devient agressé parce que il n'entendra que l'insulte. Pourquoi tu m'insultes? Et puis parce que, et là, on est dans un ping-pong, non mais c'est à cause de toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et là, c'est sans fin. En revanche, dire à l'autre que là, ton propos, il est injuste, ton propos est injuste, bon, en tout cas, l'autre l'aura entendu que c'est le propos. Donc, ça permet de voir et de comprendre ce qui a été touché d'important. En situation d'activation de la colère, on se met en lien avec le ressenti. Ça s'agite, c'est chaud, ça pique, ça brûle. OK. Première question, c'est qu'est-ce qui se passe? Je sens que ça s'agite ou je sens que c'est lourd. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Je fais une pause. Je me mets en lien avec mon ressenti. Là, ça s'agite. OK, tiens, ça s'agite ici, c'est chaud. OK, c'est de la colère. La colère par rapport à quoi? Qu'est-ce qui, dans cette situation, m'a mis en colère? Rappelez-vous, hein, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Puisque notre cerveau est en capacité d'élaborer des fantasmes et des situations qui n'existent pas. Hein. D'accord? Donc, est-ce que l'objet de la colère, déjà, il est vrai? D'accord? Et comment je vais y répondre? Quand je sais ce qui a été touché, d'accord, je vais pouvoir y répondre. Si la colère est réprimée, ça va se traduire comment? Par de la violence, de l'agressivité, pardon, j'ai mis agression, mais de l'agressivité. Et du coup, quand on est en colère en permanence, on est épuisé, corporellement et psychiquement. Il n'y a pas que la tristesse qui épuise.
d'accord? Puisque la colère active tellement, consomme tellement d'énergie que si je ne la vis pas, si je ne l'exprime pas, si je ne l'apaise pas au travers de la reconnaissance de ce que je ressens, je vais m'épuiser. Vous voyez, quand la tristesse est réprimée, on peut avoir un masque et le masque va être énergivore. D'accord? Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va, alors que ça ne va pas. Mais faire semblant va être énergivore. Réprimer sa colère va à terme nourrir et la violence et l'agressivité. Et si je réussis à la contenir, à la contenir, à la contenir, il y a un moment où je vais m'effondrer, je vais m'écrouler. Du coup, oui, il est important de répondre aux besoins qu'il y a derrière. Autre émotion, la peur. La peur, c'est l'émotion qui prime sur toutes les autres. D'accord? Puisque la peur est en lien avec l'instinct de survie. Et l'instinct de survie prime sur tout. Donc, quels sont les déclencheurs de la peur? Les menaces, le danger et l'inconnu. L'inconnu fait peur. D'où la difficulté pour certaines personnes de se projeter dans l'avenir, parce que comme je ne sais pas ce qui va m'arriver, ça peut me faire flipper. D'accord? Les menaces font peur. Soyons clairs, hein, les menaces réelles ou imaginaires. J'ai un petit exemple, c'est l'exemple que je cite très régulièrement, mais il m'amuse tellement. Enfin, j'en ris aujourd'hui, mais j'étais un peu ridicule, hein, soyons clairs. Il y a 2 ou 3 ans maintenant, quand j'ai commencé à regarder la série The Walking Dead, alors pour ceux qui ne connaissent pas The Walking Dead, c'est l'apocalypse, le monde est envahi de morts vivants, et il y a quelques survivants qui, au lieu de s'unir pour éradiquer tous ces morts vivants qui veulent nous tuer, non, les humains restent des humains, ils préfèrent s'entretuer entre eux. Mais je me souviens de ce dimanche pluvieux où j'ai commencé à regarder The Walking Dead. J'ai commencé à 9 h du matin jusqu'à 22 h. Donc 13 heures de The Walking Dead. Vers 19 h, j'ai commencé à avoir faim. J'ai eu la flemme de faire à manger. C'était un dimanche pluvieux, il ne faut pas trop me demander. Et je suis allé à la pizzeria d'en bas, là. Je suis sorti dans la cage d'escalier, dans le hall, et il n'y avait pas de lumière. Et à côté de la porte de mon appartement, il y a la chaufferie. Et en sortant donc de chez moi, mon cerveau, mon imaginaire, là, a donc imaginé un zombie là, venir me mordre, me déchiqueter au niveau du cou. Et le comportement qui a été associé, je l'admets, hein, c'est un peu ridicule, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Je me suis mis à marcher quand même très, très vite dans les couloirs de l'immeuble, d'accord? Alors même qu'évidemment, il ne se passait rien. Donc, du coup, la peur peut être activée en fonction de ce qu'on a pu voir à la télévision. Donc, du coup, peut-être qu'il s'agirait d'éviter de regarder trop souvent les infos. Peut-être s'agirait-il d'éviter d'être trop sur les réseaux sociaux, notamment quand le gore peut s'inviter chez nous. D'accord? Donc, c'est comment on se protège de ça, puisque, j'insiste, comme la peur est en lien avec l'instinct de survie et que l'instinct de survie prime sur tout, eh bien, seul ce qui existe pour le cerveau, que ce soit réel ou pas, va induire une émotion, l'émotion de la peur, avec le ressenti qui va être associé. Ça peut être une agitation là au niveau du thorax, moins forte que la colère qui est plus en haut du thorax. Là, ce sera plus au niveau du sternum, bas du thorax, l'agitation, ou bien une oppression. Parce qu'il y a 2 types de comportements autour de la peur, ou la fuite, le combat, ou
l'inhibition, on se fige, comme pour le stress. D'accord? Donc, c'est une émotion qui agite à la fois et qui peut immobiliser à la fois. Du coup, c'est là aussi où il s'agit de comprendre ce qui se passe en soi. C'est, il y a une pensée ou une situation qui me fait peur, je suis inhibé, ça s'agite un peu, c'est OK, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, la question à se poser quand on sent, c'est qu'est-ce qui se passe? Quand ça commence à mouliner là-haut aussi, c'est qu'est-ce qui se passe? Le fait de mettre du processus mental, qu'est-ce qui se passe? De penser sur le ressenti et même de penser sur la pensée fait que on met un temps d'arrêt à ce qui se passe et on reprend les manettes. Donc, à quoi sert cette émotion, là aussi, essentielle et vitale? Elle permet de faire face au danger. Elle permet de faire face au danger. Si nous n'avions pas l'émotion de la peur, nous serions pas là. D'accord? Parce que la peur, depuis la nuit des temps, nous a permis de nous protéger. D'accord? De nous défendre et de nous protéger, et à certains moments, de nous cacher. Donc, la peur prépare à une action physique de protection, de fuite, de combat ou d'immobilisation. La peur, elle est ou stimulante. Ah, j'ai mis stimulante ou motivante. Alors, pardon, ça, c'est mon côté positif absolu dans la vie. D'accord? Elle est stimulante, motivante ou inhibante. D'accord? Donc, pourtant, je l'ai relu plusieurs fois, ce diaporama. Stimulante ou motivante, parce que, je ne sais pas, je vais passer mon permis de conduire, je peux avoir peur, d'accord? Et en même temps, j'ai sacrément envie de l'avoir, ce permis. Donc, ça peut provoquer une forme d'excitation positive, d'accord? Et c'est l'excitation qui est positive, pas l'émotion. Ou bien complètement inhibante. J'ai tellement peur de rater que je ne vais pas je vais pas réussir à passer mon permis. Donc, comment on gère la peur? Avant d'accueillir, ressentir et accepter, c'est vraiment, il s'agit de voir la peur autrement que comme une faiblesse ou une fragilité. D'accord? Rappelons-nous que si la peur n'existait pas, nous n'existerions pas non plus. C'est vraiment, ça montre à quel point c'est vital. Merci la peur d'exister, quoi. D'accord? Maintenant, c'est quand elle est trop présente que ça devient difficile. Du coup, comment on fait? Eh bien, on l'accueille. C'est normal et naturel d'avoir peur face à un danger réel ou imaginaire. Je pense encore à mes zombies. Eh bien, le cerveau, il a décidé, vaut mieux se protéger. Quoi qu'il arrive, vaut mieux se protéger. Quitte à avoir été ridicule, à avoir couru dans ma cage d'escalier, je m'en fous. Mais au moins, si il y avait eu un zombie, au moins, je me serais protégé. Moi, je dis merci la peur. Chapeau. Maintenant, si elle est réprimée, elle risque, là encore, de développer des pathologies, comme les phobies, comme l'anxiété, comme les TOC, ou bien d'autres pathologies. Donc, vous voyez que quand l'émotion vit sa vie, on vit notre vie et on est en bonne santé. Si on réprime l'émotion, vous avez vu tout à l'heure, si je réprime ma joie, je peux sombrer dans la dépression. Si je n'exprime pas ma peur, ma tristesse, pardon, je peux aussi tomber en dépression. Si je réprime ma colère, eh bien, c'est tellement énergivore que je peux ensuite avoir des comportements d'agressivité, de violence, et c'est tellement énergivore que je peux m'épuiser.
à terme. Et vous voyez comment la peur, si elle est réprimée, c'est-à-dire réprimée, ça veut dire que je ne l'accueille pas, que je ne veux pas la ressentir parce que c'est une émotion désagréable, donc non, vite, vite, va-t'en, 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 va-t'en. Et au bout de 40 minutes, elle va s'en aller, la peur, hein, maximum. Hein. D'accord? Biologiquement, ça ne va pas durer plus de 40 minutes. Mais ça ne veut pas dire que l'élément déclencheur, lui, aura disparu. L'émotion, elle, va revenir. Hein. Tant qu'elle n'a pas été traitée. Alors, heureusement, parfois le subconscient s'en occupe lui tout seul, comme un grand. Ouf, merci le subconscient. Mais pour certaines peurs, si elles ne sont pas traitées, elles reviennent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, avec le ressenti qui va avec. Maintenant, la nature est bien faite. Hein. Si je réprime trop, eh bien le corps va faire sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu ne veux pas sentir que je suis en colère? Ben, ce n'est pas grave. Et à un moment donné, tu vas sentir quand même hein, qu'il y a de la colère. Tu ne veux pas sentir la peur? Mais t'inquiète pas. À un moment donné, tu vas sentir ta peur. Tu ne veux pas accueillir ta tristesse? T'inquiète pas. Je vais t'envoyer dans la dépression. Parce que ça épuise l'organisme. Autre émotion, je vais aller assez vite sur cette émotion, c'est la surprise. Alors, la surprise, les déclencheurs, ça peut être un danger immédiat, une situation inconnue ou imprévue. Alors, maintenant, il y a des surprises agréables et des surprises désagréables. D'accord? J'ai failli dire un anniversaire surprise. J'ai failli dire c'est super. Non, parce que finalement, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, du coup, ce sera en fonction de chacun. Je vais éviter de généraliser. Donc, le comportement, c'est le retrait, la fuite ou le sursaut. En tout cas, on aura de l'agitation corporelle. Le dégoût. On oublie souvent que le dégoût est une émotion. Mais le dégoût est aussi une émotion vitale. D'accord? Quand j'ingère une substance toxique ou du poison, d'accord, ou un vieux saumon pas frais, là, je me rappelle d'un 2 janvier, où je crois qu'une des personnes est présente là ce soir, un 2 janvier où la veille j'avais mangé un saumon franchement pas terrible, où j'avais dû vomir en pleine séance. D'accord? Donc c'est la première fois que ça m'est arrivé, c'était la dernière. Mais finalement, merci le dégoût parce que ça m'a permis de, quand même d'évacuer la substance toxique, de rejeter. Le comportement, c'est le rejet. D'accord? Et donc, du coup, eh bien, le dégoût nous indique que quelqu'un peut être nuisible ou avoir donc, des comportements qui vont nous écœurer, qui vont toucher aussi certaines de nos valeurs. Donc, le ressenti, comment je sens que c'est l'émotion du dégoût, ça part de l'estomac et ça monte au niveau de la gorge et ça descend avec un petit goût d'amertume dans la bouche. D'accord? Donc, là aussi, l'émotion du dégoût est une émotion qui agite, qui bouge du bas vers le haut. Donc, à quoi sert le dégoût? À éviter l'empoisonnement alimentaire, hein, dans un premier temps. Et puis, au fond, j'oserais vous dire, à éviter l'empoisonnement de certaines personnes qui peuvent être, dans leur comportement, très empoisonnants. Donc, comment on le gère? Eh bien, on se tient à l'écart de l'objet du dégoût et au fond, ça peut être la personne, en l'occurrence, qui peut avoir des comportements dégradants qui vont vraiment exprimer ce dégoût. Attention, si l'émotion du dégoût est réprimée, eh bien, cette émotion va être retournée contre soi et la honte qui est un sentiment qui dure, lui, ce n'est pas 40 minutes, eh bien, le dégoût orienté vers soi, ça va être retourné contre soi si on ne l'extériorise pas. D'accord? Si je garde la substance toxique, je vais toxiciser, ce n'est pas forcément, mais tant pis, vous aurez compris, mon organisme. Si je n'évacue pas cette émotion du dégoût, si je ne l'exprime pas, ça va se retourner contre moi et
ben, je vais cultiver de la honte vis-à-vis de moi-même. Et la honte peut engendrer des pathologies addictives et le rejet des autres et l'isolement. Donc, vous voyez, là encore, quand l'émotion du dégoût est réprimée, eh bien, ça rend pathologique. Donc, les émotions répondent aux besoins. Et pour ça, il est important de comprendre les besoins. Alors, je ne vais pas trop m'étaler sur les besoins parce que ce serait un atelier à lui seul. Hein. D'accord? Un des besoins, il y a les besoins physiologiques, hein, manger, boire, respirer, dormir, se reproduire, se chauffer. Un besoin essentiel, c'est aussi le besoin de sécurité, qui est tout aussi important que les besoins physiologiques. Si ce besoin-là n'est pas répondu, d'accord, sécurité affective, sécurité financière, rejet, abandon et autres, eh bien, je vais être dans la peur, dans l'angoisse. D'accord? Le besoin affectif ou social, le besoin d'estime et de reconnaissance. Si je ne suis pas reconnu, si je ne suis pas estimé par l'autre, ça peut générer de la colère, ça peut générer du dégoût. D'accord? Donc, le besoin d'autonomie est associé à la liberté, en règle générale. Du coup, si je ne suis pas autonome ou si on me prive de mon autonomie, eh bien, ça fait obstacle et donc, ça peut activer donc, la colère, par exemple. Quelques petits exercices pratiques sur la gestion de la peur. J'ai mis une image de The Walking Dead pour illustrer. Donc, le stimulus peut être réel ou imaginaire. Enfin, moi, quand je vois cette photo-là, pardon, parce que peut-être que pour certains, ce n'est pas agréable d'avoir ça en plein écran. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois ça, bah, d'ailleurs, ce n'est pas de la peur, là, sur le coup, c'est du dégoût. Hein. Je sens ici, là, c'est pas terrible. Pourquoi ça ne me fait pas peur? Parce que c'est une image, je sais que ça va rester figé, mais tiens, là, je sens que c'est pas terrible. Donc, vous voyez, puisque je ressens, là, au niveau de la gorge, et que ça monte et ça descend, ok, bah, je suis en lien, c'est du dégoût. Peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est de la peur. Ça signifie bien aussi que chaque situation ne va pas stimuler la même émotion chez les uns et les autres. Donc, quel est le besoin de mettre à l'écart cette image-là? Et si vraiment ça me faisait peur, eh bien, je fuirais. Gérer la colère. Vous voyez, quel est le déclencheur? J'insiste, peut être réel ou imaginaire. Je dirais toujours ça, hein, réel ou imaginaire. Là, cette image, c'est un monsieur qui crie sur une femme. La femme est cachée par le diaporama. Et donc, il est en colère. Il peut être en colère contre son responsable ou sa responsable, son patron, sa patronne, d'accord? Parce que le patron, la patronne peut avoir dit ou fait quelque chose d'injuste. Du coup, vous voyez, là, ça a un comportement violent, manifestement. Donc, peut-être que ce monsieur aurait dû d'abord sentir que ce qu'elle a dit là ou ce qu'elle a fait m'agite ici, ça me met en colère. Donc, s'il y a colère, s'il y a peur, s'il y a dégoût, la tristesse est autre chose, mais même la tristesse, finalement, on la laisse passer. On la laisse vivre sa vie. On la laisse s'exprimer. On laisse le corps se mettre en mouvement. Une fois que c'est apaisé, je pense sur mon ressenti. C'est tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est agité, machin, ceci, cela. OK. Dans cette situation-là, quel est mon besoin? Eh bien là, par exemple, la patronne a été insultante. Elle a dit devant tout le monde en réunion que j'ai fait du mauvais travail alors que je sais que j'ai fait du bon travail. Eh bien, ça génère de la colère. C'est pas juste parce que je sais que j'ai fait du bon travail. Eh bien, il y a une situation d'injustice. Et donc, comment je vais répondre, comment je vais rétablir de la justice, la valeur lésée, ou je ne me suis pas senti respecté. D'accord? Du coup, comment moi, je vais restaurer cette valeur du respect? J'insiste, ce n'est pas le laser
qui va restaurer la valeur lésée. C'est le lésé qui va restaurer la valeur lésée au travers d'actes symboliques, par exemple, ou au travers d'une action. Là, dans cette situation, je ne me suis pas senti respecté. D'accord? J'insiste. Là, dans cette situation, je ne me suis pas senti respecté. Plutôt que là, tu ne m'as pas respecté. La gestion du dégoût, eh ben, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'image là, de ce zombie. Là. Je suis passé à autre chose. Et au fond, même chose. Le déclencheur peut être réel ou imaginaire. Là, moi, en bas de chez moi, là, quand je vois les gens qui promènent leurs chiens et qui ne ramassent pas après eux, franchement, ça active et de la colère et du dégoût, quoi. Je trouve ça mais tellement dégueulasse. D'accord? Et du coup, je sens qu'il se passe quelque chose. Ou bien, tiens, en face de chez moi, là, pendant le confinement, je voyais un de mes voisins qui est enfermé chez lui tout le temps, qui fume à la fenêtre et qui jette mégots sur mégots sur mégots sur mégots sur mégots dans la rue. Bah, je peux vous garantir que j'ai bien senti ce qui s'est passé ici. Ce comportement-là me dégoûte parce que j'ai calculé le nombre de mégots moyens qu'il jetait et donc à peu près le nombre de mégots qui finissaient dans la mer, rien qu'à cause de cet individu-là. Autant vous dire, enfin, vous voyez, tiens, que ce comportement-là me dégoûte et aussi me met en colère parce qu'un même comportement peut activer 2 émotions, voire 3, voire 4 émotions. C'est la raison pour laquelle, dans le questionnement, c'est tiens, est-ce que cette situation me met en colère? Oui ou non? Comment je sais? Ben tiens, je vais aller sentir là. Est-ce que ça s'agite ici quand je pense à ce qu'il fait? Oui. OK. Du coup, ça touche quoi d'important? Eh ben, c'est pas juste, c'est dégradant, je trouve, de jeter les mégots par terre. Pour l'écologie, c'est moyen. Et pour les gens qui nettoient, ils ont autre chose à faire que de nettoyer les mégots. Donc, et puis, ça peut me rendre triste, ce type de comportement, parce que je me dis, mais comment est-ce qu'un humain peut avoir perdu une telle conscience des autres, finalement? Le dégoût, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est la tristesse, pardon. Donc, même chose. Excusez-moi, je n'ai pas modifié. Donc, ici, il s'agit de la tristesse. D'accord? Même chose, qu'est-ce qui déclenche la tristesse? J'insiste, ça peut être lié à la perte ou au deuil, et donc bien sûr que ça rend triste. La perte, ça peut être par exemple tiens, je me souviens quand on m'a volé mon vélo il y a longtemps, je n'étais pas en colère en fait. J'étais triste parce que j'y tenais à mon vélo en fait. Il était tout pourri, mais j'y tenais parce que je ne sais pas combien de milliers de kilomètres j'ai fait avec lui et ça me manquait de ne plus avoir en fait. Donc je l'avais perdu. Même chose, c'est, je me souviens, j'avais appelé un ami, je lui dis, mais voilà, on m'a volé mon vélo. Il me dit, ah, punaise, il y en a marre, et blablabli, blablabla. Et alors lui, ça l'avait mis sacrément en colère. Et il me dit, ah, tu dois vraiment être énervé. En fait, non, je ne suis pas énervé. Quand je me mets en lien avec ce que je ressens, bon, d'abord, ça m'a dégoûté, soyons clairs. Ça fait chier, quoi. On m'a piqué mon vélo. Et puis, ouais, ça m'a rendu triste. C'était lourd au niveau du ventre, j'avançais à 2 à l'heure. Fait chier, quoi. Ouh là là, ça c'est la joie, d'accord. Mais j'ai écrit la gérer la colère, je vous prie de m'excuser, décidément. Le déclencheur, ça peut être un moment joyeux. Je le ressens, ça s'agite partout dans le corps, c'est léger. Et j'insiste là-dessus, pour la joie,
autant que les autres émotions, mais la joie étant une émotion qu'on peut stimuler de façon consciente, d'accord? Et c'est là-dessus que je voulais terminer, c'est comment au quotidien, je peux stimuler la joie. Parce que rappelons-nous, sur un aspect purement neurophysiologique, la joie va faire sécréter de la sérotonine, de la dopamine, des endorphines, peut-être même de l'ocytocine, toutes ces petites bonnes choses qui nous font du bien. Et vous voyez, quand on voit ce visage-là qui sourit, en plus, rien que cette image-là qui sourit, par effet de neurones miroirs, eh bien, ça active dans votre cerveau la zone du sourire. Et donc, du coup, c'est comment au quotidien, je peux stimuler la joie pour me sentir bien. Conclusion, prenez soin de vos émotions comme vous prenez soin d'un être cher ou des êtres chers d'ailleurs. Elles ne vous veulent que du bien. Ce sont vos meilleurs alliés. Depuis la nuit des temps, nous sommes des êtres émotionnels. Les émotions servent, elles sont utiles, elles sont normales et naturelles, d'accord? Et donc, vous avez pu voir au cours de cette présentation que réprimer une émotion, ne pas y répondre, c'est se rendre malade. Du coup, y répondre, c'est se permettre d'être en bonne santé. Donc, pratiquez, 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 pratiquez. Je vous rappelle, ça s'agite quelque part dans le corps. Si ça s'agite ici et que c'est chaud, c'est de la colère. Si ça s'agite un peu ici, ou si ça se fige ici, c'est de la peur. Si ça part de l'estomac jusqu'à la gorge, c'est du dégoût. Si c'est lourd dans le ventre et que ça ne bouge pas, c'est de la tristesse. Et si ça s'agite partout dans le tronc et que c'est léger, c'est de la joie. Pratiquez tous les jours. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous mettre en lien avec vos émotions, mieux vous serez associé à vous et mieux vous pourrez agir. Pratiquez.